TF1 fait une bourde, ils ont diffusé Titanic dimanche soir et on a appris un truc dans le teaser. Grâce à la loi de sécurité globale qui prévoit de flouter tous les agents de police, eh bien on a découvert que les deux tétons de Kate Winslet sont en fait des gros bonnets de la police infiltrée. Bon, est-ce qu'en 2020, faire exprès de choisir cet extrait où Rose est complètement nue mais le censurer avec la pudeur d'un producteur de porno japonais, c'est pas ça le vrai naufrage, hein, même si moi ça me permet de briser la glace et de donner le ton de l'épisode d'aujourd'hui, hein, puisque ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, hein, c'est déjà le 273e JT Comics, hein, j'ai beau ne pas du tout être à fond sur Star Wars, hein, mais en ce moment vraiment je vibre, je suis content pour tous les passionnés de Star Wars, hein, ceux dont la passion est ravivée notamment par la série Le Mandalorian, que je regarde pas, hein, mais vous êtes bien mignons les fans de Star Wars, hein, de vous émouvoir de l'arrivée de Rosario Dawson dans la série. Moi ça fait juste depuis 2002 que je suis ému à chaque fois que je vois Rosario Dawson, mais bref, sans plus attendre, passons aux news de la semaine. Putain, Stan Lee, putain! À ceux qui me diront qu'il y a tout à jeter dans l'année 2020, j'oppose ce clip d'animation qui parvient lui tout seul au moins à sauver 1 ou 2 trimestres, hein, un vrai enregistrement de Stan Lee qui fait l'apologie du mot fuck et milite pour le légitimer et le légaliser dans la langue anglaise. C'est son ingénieur sonore qui a collaboré avec lui pendant 10 ans, qui a sorti ce clip entièrement inédit, mis en image par l'artiste Cos Perry. À la base, Stan Lee devait simplement enregistrer un de ses iconiques Excelsior. Mais il se retrouve à dire à quel point ce soi-disant gros mot est utile dans la langue anglaise, puisqu'il peut être un verbe, un nom, un adverbe, n'importe quoi d'autre, et qu'il n'y aurait pas soi-disant une seule phrase où le mot fuck ne pourrait pas être bien mis à profit. C'est marrant d'entendre le roi du caméo dire fuck you. D'ailleurs, il finit par lâcher son Excelsior, fidèle à sa passion pour les assonances, les allitérations, et il dit that's fucking fantastic. Ça aurait fait un sacré nom d'équipe, enfin un putain de nom d'équipe. Pas sûr que Marvel aurait approuvé, mais en attendant ça fait énormément de bien d'entendre la voix chaude du patron, et avec ça, eh bien les soucis peuvent bien aller se faire foutre. Le cul, le cul, le cul. Et on reste dans la thématique puisqu'on va parler de cul. Le cul, ça fait vendre. Et d'ailleurs, j'ai dû choisir un titre un petit peu en rapport à cette vidéo aussi. Et cette semaine, il y a plusieurs sites qui ont relayé des news qui ont pris des proportions relativement énormes, sans jeu de mots. Tout ça à cause des réseaux sociaux, puisque comme dit le patron du MEDEF, c'est la seule chose en démocratie qu'on ne peut pas contrôler, satanés réseaux sociaux. Et vous le savez, les artistes, les scénaristes sont devenus les propres commerciaux de leurs séries sur les réseaux sociaux, surtout ceux qui ont des grosses fanbases. Tout comme Tom King qui faisait donc la promo de sa mini-série Batman Catwoman qui a démarré cette semaine chez DC. Vous savez que c'est le titre qui était censé être son évacuation tranquille, son éjection de son run de Batman, plus de 15 numéros avant la fin de celui-ci. C'était censé être la suite directe et puis ça a lentement dérivé en hors continuité. De toute façon maintenant la continuité chez DC c'est comme une phrase de l'imam Chalgoumi, on comprend pas toujours et c'est clairement autant respecté que le deuxième confinement. Quoi qu'il en soit, une tweetos demande à Tom King en gros si Catwoman et Batman vont jouer à la pelote de laine ensemble, à ce à quoi Tom King répond directement oui, Batman et Catwoman baisent dans ce comics, très vite avant d'effacer le tweet, peut-être de peur que DC l'appelle pour lui expliquer la vie. Tout ça en plus on le savait puisqu'on avait déjà vu dans le preview que Batman essayait de rentrer dans le coffre-fort si je puis dire, et puis on les avait déjà vus quand ils se tapent pas sur la gueule, couchés ensemble à plusieurs reprises, notamment dans le New 52. Non, moi je pense qu'il aurait fallu poser les vraies questions, à savoir est-ce que c'est du sopalin et de la crème Nivea que Alfred cache sous cette cloche, ou bien est-ce que Batman fait des bruits de chauve-souris quand il ken, voilà. Là, c'est intéressant. Et l'autre image qui a fini sur un site de news, c'est celle partagée toujours sur Twitter par Nicolas Scott de Nightwing, qui prend sa douche complètement à poil, comme moi quand j'ai fini de faire une commande d'omnibus VO. Et c'est marrant puisque Nightwing, ça reste l'un des rares super-héros à être quasiment aussi sexualisé que le sont certaines super-héroïnes, notamment à cause de son boule, que certains candidats de Koh-Lanta ont déjà confondu avec 2 noix de coco. Scott déclare que l'on pourra découvrir cette image dans l'event Future State, et ça fera plaisir aux plus anxieux de voir qu'il y a certaines choses qui ne changent pas dans le futur. Et enfin, les plans à plusieurs, ça excite aussi les sites qui veulent absolument faire du clic, puisqu'il a fallu simplement que Scott Derrickson répondent en disant que toutes les itérations de Spider-Man étaient de facto intégrées au MCU pour que ça parte. Ah, vous voyez, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, ils seront tous dans le film, ils vont se tisser dessus. Et le producteur désormais du prochain Doctor Strange a dû clarifier les choses, a dû dire à tout le monde de se calmer, il s'agissait d'une simple blague.
DC se fait rosser. Alex Ross se fait DC, puisque l'artiste iconique, à qui on doit entre autres le Marvels ou le Kingdom Come et plein d'autres dingueries séquentielles, a déclaré « Je me suis fait baiser ». Je vous l'ai dit, on est clairement dans une thématique, c'est Marc Dorcel qui sponsorise la semaine. En plus, ça tombe bien, on va parler d'exploitation abusive, puisque l'artiste déclare ne pas avoir été payé pour l'utilisation des costumes qu'il a co-créés avec le scénariste Mark Waid dans son Kingdom Come, qui ont été repris après dans les séries CW. Le costume de Superman, le costume du vieux Bruce Wayne, et il a aussi designé le costume de Batwoman. À la base c'était pour Batgirl, et puis ça a été réutilisé en 2006 pour la Batwoman de Greg Rucka et de J.H. William III. Il dit que le dernier truc pour lequel il a été payé quelques centaines de dollars, c'est l'utilisation de Jennifer Pierce, un personnage qu'il a créé dans Kingdom Come, la fille de Black Lightning dans la série éponyme. Il explique aussi, et c'est très intéressant, que jusqu'à très récemment, l'année dernière, Warner avait l'habitude de faire des petits virements discrets de bonus pour justement éviter que les auteurs ne se plaignent. Chose qu'il fait, mais en même temps, vu sa carrière, sa stature, le prix de ses originaux et de ses commissions, eh bien, il a le pouvoir de le faire, contrairement à beaucoup de petits artistes freelance qui n'ont pas encore et qui peuvent que fermer leur gueule. En tout cas, avec des sorties comme ça, on sait ce qu'il espère trouver dans son calendrier de l'Avent. Du X. Le règne du X, pour la première fois dans ce JT, ce n'est pas une news qui parle de cul, mais bel et bien de la prochaine étape, de la prochaine phase des X-Men dirigée par Jonathan Hickman. Ça intervient directement après le X of Sword, le gros crossover géant. Je vais pas vous spoiler ce qui s'y passe à l'intérieur, déjà parce que j'ai pas tout lu premièrement, et deuxièmement parce qu'en plus je vous ai même pas encore sorti la vidéo de décryptage de Hoxpox numéro 4, ça ne saurait tarder. Mais je tiens quand même à signaler que l'excellent scénariste Cy Spurrier, qui est en lice pour le Fauve d'Angoulême avec sa série Coda, et à qui on doit un très très bon Hellblazer, un petit peu à la Vertigo, dans le Neil Gaiman Universe de DC, débarque dans l'univers X, qu'il a déjà écrit. Il avait déjà écrit la X-Force, le volume 4 et les X-Men Legacy. Alors moi j'espère secrètement qu'il fasse un titre où il y a Gambit dedans, mais je vous laisse me dire dans les commentaires sur quel titre vous souhaiteriez voir l'excellent auteur qui nous a offert aussi une des meilleures mini-séries, maxi-séries de Crost, si tu voyais ça, et wish you were here. Éternité. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit point Future State, le prochain event, gros event de chez DC qui était censé révolutionner le truc, chambouler la continuité. C'est un petit peu comme Manuel Valls en politique, Premier ministre appelé à devenir président de la République, qui a fini royaliste en Espagne. Alors déjà on a vu la frise chronologique de l'event, et donc on a pu saisir mieux l'ampleur de l'événement. Ça part de l'année 2025 et ça va jusqu'à l'année 80-2020, celle de la mort de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Drucker. Ça va aussi jusqu'à la fin des temps où seul subsiste Wonder Woman et probablement Tante May. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais vu l'une et l'autre dans la même pièce. Posez-vous les bonnes questions. Swamp Thing est encore là en 4500, et puis en 2030, un petit peu plus proche de nous, on verra que le Midnighter, donc le personnage co-créé par Warren Ellis et Brian Hitch à l'époque de Wildstorm, avant que l'éditeur ne soit racheté par DC, eh bien sera le Metropolis Midnighter, et donc ça posera probablement la question, et si Metropolis avait son propre Batman. Batman d'ailleurs, venons-y, puisqu'apparemment selon le scénariste John Ridley, le Chevalier Noir va revenir au basique, dans une ville où la technologie est utilisée à outrance, notamment la reconnaissance faciale, dans une ville où les lois sont faites littéralement par un anti-masque, puisque les masques et la reconnaissance faciale ne font pas bon ménage. Eh bien, le Chevalier Noir va devoir changer d'approche. Il va revenir à l'ombre, à la nuit, à la perfection du corps, de l'esprit, enfin ça sent très très bon. Et en plus c'est dessiné par Nick Derrington. Un autre truc qui sent très très bon, c'est le retour des Super Sons par leur papa en plus, Peter Tomasi, et à croire que le nouveau rédac-chef de chez DC, qui a remplacé Dan Didio, c'est Jean-Marc Morandini, et bien John Kent est rajeuni et revient à l'âge de 11 ans, et blague à part, c'est une très bonne chose. Ça reprend la série exactement là où elle s'était arrêtée au numéro 16, et le seul problème c'est que c'est en digital seulement au début, mais nul doute qu'avec le succès des deux personnages, en plus avec les covers de Jorge Jiménez, ça sortira en papier d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a une sombre histoire de Death Note, en gros, sur laquelle est écrit le nom des membres de la Justice League. Et donc, c'est les enfants qui vont devoir essayer de sauver les parents. Le futur, du passé, du présent de DC, ça commence dès janvier prochain. Lisez. Bon, moi, j'ai toujours pas encore pu me bloquer un jour pour tomber les 3 tomes de MindMGMT de Tom Kint. Donc, je me suis rabattu sur un auteur qui m'obsède un petit peu en ce moment.
c'est Ramvi, avec son dernier titre chez Image Comics, Blue in Green. C'est dessiné par Anand RK, c'est mis en couleur par Jason Pearson, c'est lettré à la main par Aditya Bidikar et c'est avec des logos de l'excellent Tom Muller, qui fait aussi les logos de House of X, Powers of Ten par exemple. C'est excellent, c'est l'histoire d'un musicien un petit peu frustré, prof de musique, assez basique, qui a quasiment abandonné tout espoir d'une certaine grandeur, qui va devoir retourner à la maison de sa mère quand celle-ci décède, et quand il fouille un petit peu dans les affaires, il découvre la photo d'un musicien de jazz qu'il ne connaît pas et ça va l'obséder et le mettre sur un chemin assez inattendu. C'est super, bon déjà premièrement pour les mots de Ramvi, que vous avez déjà pu lire traduit par Maxime Ledin chez l'excellent dit Savage Shores de iComics. Je vous en ai pas parlé parce que je voulais prendre le temps de bien le faire, mais ça aussi c'est une tuerie. J'ai quand même préféré Blue in Green et j'avais beaucoup aimé celui-là, donc c'est vous dire aussi le niveau. Les mots sont bien choisis, bien posé dans un certain rythme qui pose, c'est de l'horreur, et donc ça pose vraiment l'horreur, une horreur ambiante, puisque elle est beaucoup plus efficace ce type d'horreur dans les comics que des jumpscares. Si tu veux des jumpscares, tu vas sur Emule et tu télécharges Paranormal Activity et ça fait l'affaire. La technique d'Anand qui est complètement folle et qui confère à ce comics une esthétique à la Vertigo de la bonne époque, un mi-chemin entre Dave McKean, Bill Sienkiewicz et quelque chose de complètement unique. Le processus créatif est fou aussi puisque tout le comics aurait été écrit comme une improvisation de jazz, à savoir une page après l'autre, chaque jour ils se réunissaient, il tombait une page et le lendemain il tombait une autre page en prenant en compte la précédente sans avoir une vraie intrigue précisément écrite et sans jamais retoucher les pages précédentes, puisque dans un concert, dans une impro vous touchez pas, même si dans une impro il y a des règles aussi très précises, n'importe quel musicien vous le dira. Ça vient questionner le talent, l'inspiration artistique, la muse, c'est de la bombe, je me coupe une couille, ça sort pas d'ici un an ou deux chez un éditeur en VF. J'ai aussi relu quelques interviews de l'autre main de Dieu, celle qui préfère les champignons à la farine, Alan Moore, qui disait que beaucoup de conspirationnistes sont secrètement rassurés à l'idée que les Illuminati, la CIA ou n'importe qui d'autre contrôlent nos vies ainsi que nos destinées, parce que ça veut au moins dire que quelqu'un a le contrôle, qu'au moins il y a quelqu'un à la barre et qu'on n'est pas dans un train fou. La paranoïa est une couverture de sécurité géante. Et c'est une thématique qu'il n'a jamais cessé d'aborder puisqu'il disait déjà en 2003 « La vérité de ce monde, c'est qu'il est chaotique. La vérité, ce n'est pas le complot juif ou les petits hommes verts ou des reptoïdes géants d'une autre dimension qui ont le contrôle. La vérité est bien plus effrayante. Personne n'a le contrôle, le monde est à la dérive. » Picorer du Alan Moore, ça fait toujours du bien, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous lisez ou geekez avec les consoles next-gen. Comme d'habitude, j'espère au moins que vous avez lu le one-shot de la semaine, Del Bando del Pueblo, qui opposait Oliver Queen à Diablo. C'est dessiné par Alric, scénarisé par Messoin. Cette semaine, j'ai été d'humeur farceuse. Et pour rester dans le thème, je peux dire qu'il y a des arcs bandés, que tout est une question de queue. C'est la fin de ce JT. Je vous remercie vraiment d'être toujours de plus en plus nombreux à le regarder, à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. C'est grâce à vous que cette émission, qui, je tiens à le rappeler, est réalisée tout à fait bénévolement, qui n'est pas monétisée, prend de l'ampleur et je vous en remercie. Je vous vois. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux que j'ai déjà mentionnés. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis maintenant plus de 5 ans. Prenez soin de vous, prenez soin de tous et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. C'est une sale semaine, faut rendre des hommages. En plus d'avoir perdu Roger Fitt et Dominici, pro de l'Oval, en plus d'avoir perdu David Prowse, un pro de l'asthme et de la parentalité complexe, on a perdu la main de Dieu, Diego Maradona, le pied sponsorisé par la Coupe du Monde, la main sponsorisée par Dieu et les narines sponsorisées par Dyson.